Hamriya, un quartier du centre-ville de Meknès, un soir d'été en 1991. Le bar ressemble à tous les bars de quartier, avec ses tables en formica, sa lumière jaune et son odeur de fumée et de vin bon marché. Des hommes y boivent après leur journée et leurs conversations se croisent sans que rien ne sorte de l'ordinaire. Et puis la porte s'ouvre. Un homme entre, la quarantaine, le regard calme, un sac en plastique dans la main. Il choisit une table, s'installe sans se presser et commande un verre qu'il boit tranquillement. Personne ne fait vraiment attention à lui. Quand le barman s'approche pour réclamer l'addition, l'homme, un peu éméché, pose son verre, plonge la main dans le sac en plastique et il dépose sur le comptoir une tête humaine. Il regarde le barman droit dans les yeux et il dit: «Voilà qui va te payer.» Je m'appelle Rim Boursimi et vous écoutez un autre épisode de Maroc d'ombre et de mystère. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas visiter une ville. Je vous emmène à l'intérieur d'une affaire. Une affaire qui, à l'été 1991, a figé Meknès tout entière et dont on parle encore à mots couverts plus de 30 ans plus tard. Pour comprendre comment un homme en arrive à porter une tête dans un sac jusqu'à un bar de centre-ville et à le poser là, devant témoins comme on règle une note, il faut d'abord comprendre le monde d'où il vient. On parle peu des gangs marocains. Il y a eu quelques films, quelques séries, mais on finit toujours par oublier qu'ils ont existé et qu'ils sont ancrés dans la réalité. Pourtant, dans les quartiers populaires des grandes villes du pays, souvent des faubourgs qui ont grossi trop vite dans les années 70, 80, 90, des bandes se sont formées avec leurs chefs, leurs hommes et leurs frontières. Des frontières invisibles pour le reste de la ville, mais gravées dans le marbre pour ceux qui vivaient là. Et elles n'avaient rien à envier aux gangs connus des États-Unis ou d'Italie. Ces bandes ne fonctionnaient pas au hasard. Alors, il y avait une hiérarchie, un chef qui décidait, des hommes qui exécutaient, et une loi au-dessus de toutes les autres. La réputation se défend toujours. Une humiliation sans réponse était une faiblesse. Et une faiblesse dans ce milieu-là, ça finissait toujours par se payer. Et la prison, loin d'être à l'écart de ce système, en était le cœur. C'est là que les chefs se croisaient, que les alliances se nouaient et que les haines prenaient le temps de mûrir. Deux hommes pouvaient passer des années dans les mêmes murs à accumuler les griefs. Et quand ils en ressortaient, c'était avec leur rancœur intacte. Et c'est ce monde-là qui a produit l'homme de notre bar. Alors on se pose des questions. Qui était cet homme, assez calme pour s'asseoir, commander un verre et le boire, avec une tête humaine dans un sac entre ses jambes? Pourquoi un bar? Pourquoi devant témoins? Et pourquoi cette mise en scène? Et surtout, est-ce qu'on a affaire à un fou, à quelqu'un qui a perdu tout contact avec le réel, ou à quelque chose de plus froid, de plus calculé, de plus dérangeant encore? L'homme du bar s'appelle Abderrahman Souhi, mais personne à Meknès ne l'a jamais appelé comme ça. Tout le monde le connaissait sous un seul nom, Mjinina, en darija, le petit fou. Mjinina est né en 1954 à Meknès, dans le quartier pauvre de Bourj Moulay Omar, du côté d'Ain Shbik. Il a grandi dans la rue, ou presque, une rue pauvre, une famille pauvre, et un quartier qui n'offrait pas grand-chose à ceux qui y naissaient. Très tôt, il s'est tourné vers les marges, les petits délits, les bagarres, les bandes de coin. Et là, il a appris les lois de la rue. Il a appris à lire les hommes, à repérer leurs failles et à ne jamais montrer sa peur. Ses voisins, eux, se souviennent surtout de ces crises, des crises de rage qui montaient d'un coup sans prévenir, comme si quelque chose basculait en lui. Les gens reculaient et personne ne cherchait à comprendre. C'est de là qu'est venu le surnom, celui qui allait lui coller à la peau pour le reste de sa vie, Mjinina, le petit fou. Une manière, au fond, de prévenir les autres. Méfie-toi de celui-là. Il n'a pas toute sa tête. Mais derrière le surnom, il y a un homme lucide, calculateur. Un homme qui observe et qui attend. À 18 ans, il a déjà été condamné à une longue peine, 20 ans, pour association de malfaiteurs, vol aggravé,
port d'armes blanches et agression. Il a d'abord été incarcéré au pénitencier de Kenitra, selon certaines sources, avant d'être transféré à la prison locale de Sidi Saïd à Meknès. Et c'est là, derrière ces murs, que commence vraiment l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'en prison, Mjinina croise un homme qui va devenir son ennemi juré, Hanfousa. Le vrai prénom de Hanfousa, personne ne le connaît vraiment. Il ne circule dans les sources ou les recherches que j'ai pu faire que sous ce surnom. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il était un chef lui aussi, à la tête d'une bande du même quartier, une bande rivale. Pendant des années, derrière les barreaux de Sidi Saïd, quelque chose de mauvais a poussé entre ces deux hommes. On ne sait pas exactement ce qui l'a déclenché. Probablement un mot de trop, une histoire de territoire ou une question de respect. Peut-être les trois à la fois. Ce qu'on sait, c'est que le jour où une grâce royale les a libérés tous les deux, ils se sont retrouvés dehors, dans le même quartier, Burj Moulay Omar, à Ain Shbik. Deux chefs, un seul territoire. Et tout le monde autour d'eux voyait venir la tempête. Elle a éclaté le 30 mai 91. Hanfousa et ses hommes ont tendu une embuscade à Mjinina. Ils étaient plusieurs contre un seul. Ils avaient l'avantage du nombre, mais Mjinina a sorti un couteau et dans la mêlée, il a crevé l'œil gauche de Hanfousa. Une plainte a été déposée, la numéro 331, une seule trace dans les archives officielles. Mais dans ce monde-là, personne n'attendait la justice des tribunaux. À partir de là, tout se retourne contre Mjinina. Sa bande commence à se déliter. Plusieurs de ses hommes sont arrêtés. Il perd du terrain. Alors il se cache. Il va se terrer dans les jardins d'El Mustafa, près d'Ain Shbik, un endroit qu'il connaît bien, entre les arbres, loin des regards. Hanfousa, de son côté, prépare sa revanche. Il a perdu un œil et il n'est pas prêt de l'oublier. Des jardins de Mustapha, été 91. Mjinina est là depuis plusieurs jours. Il ne sort plus et il attend. Il sait que Hanfousa le cherche et il sait que ça finira par venir. Et un matin, un homme arrive. Alors, les sources ne s'accordent pas vraiment sur son identité. C'était une petite main du milieu, un homme qu'on pouvait envoyer faire le sale travail. Ce qui compte, ce n'est pas son nom, mais sa mission. Il avait été recruté par Hanfousa pour retrouver Mjinina, le surveiller et revenir faire son rapport. Ou mieux, pour le livrer vivant comme un cadeau à son chef, qui voulait s'en occuper lui-même. Il arrive dans les jardins avec un sac en plastique blanc et il prétend être venu cueillir des pommes. Est-ce que Mjinina y croit une seule seconde? J'en doute beaucoup. Un homme qui a survécu à des années de prison, qui a dirigé une bande qui connaît les codes de ce monde-là mieux que personne, quand un inconnu débarque dans sa planque avec un sac vide et une histoire de pommes, il comprend. Il sait exactement pourquoi cet homme est là. Mais il ne dit rien. Il sourit, peut-être. Il accueille, il joue le jeu, et il lui demande même un service. D'aller jusqu'à Hamria, le quartier du centre, pas très loin, pour lui rapporter du vin rouge, sa boisson préférée. On va boire ensemble, lui dit-il peut-être, l'air de rien, comme une invitation entre hommes. L'émissaire, ne se doutant de rien, part faire les courses, et pendant son absence, Mjinina prépare ce qu'il va faire. Lorsque l'homme revient, il rapporte le vin, et Mjinina boit. Il parle peut-être, on ne sait pas. Et puis à un moment, Mjinina passe à l'acte. Il attache l'homme à l'olivier avec du fil de fer, les mains dans le dos, suspendu contre l'arbre, et il l'interroge. Sous la douleur et sous la peur, l'homme finit par tout avouer. Oui, c'est Hanfousa qui l'envoie. Oui, sa mission était de le localiser et de le livrer. Mjinina écoute. Il hoche peut-être la tête. Puis, il prend son sabre et il le décapite. Il poignarde le corps à 3 reprises, puis il recouvre ce qui reste d'herbe et de feuillage, et il prend la tête. Il la glisse dans un sac en plastique, celui-là même qui devait servir pour les pommes. Puis, il se met en marche vers Hamria. Alors revenons à ce bar de Hamria. La tête est sur le comptoir. Les 4 mots viennent d'être prononcés. Et là, la salle bascule. C'est l'explosion. Des cris, des chaises renversées, des gens qui fuient sans même savoir pourquoi, juste parce que la panique est contagieuse. Au milieu de tout ça, un seul homme ne bouge pas. Mjinina reste assis. Et c'est ce calme-là, au fond, qui est la chose la plus terrifiante dans toute cette histoire. Pas la violence des jardins, pas le sabre, pas la tête. Son calme. Cet homme tranquillement attablé, au milieu d'une salle en train de se vider dans la terreur.
Quand les forces de l'ordre arrivent et l'encerclent, il ne se débat pas. Il regarde son verre. Il reste un peu de vin au fond. Laissez-moi finir. Ensuite, je vous accompagne où vous voulez. Il rend son arme, sans résistance, sans un mot de trop. Et quand les enquêteurs l'interrogent, il avoue tout, intégralement, spontanément, dans le moindre détail, sans qu'on ait besoin de lui arracher quoi que ce soit. Cet homme qui avait passé sa vie entière à ne rien laisser paraître ne cache soudain plus rien, comme si pour lui c'était fini, comme si c'était fait. Le lendemain matin, Meknès se réveille différente. C'est la première fois dans l'histoire criminelle moderne du pays qu'une tête humaine est exposée en public dans un espace civil ordinaire. Un bar de centre-ville. Pas un champ de bataille, pas une vieille légende, la réalité en plein Hamria, en plein été. Le commissaire divisionnaire, Adil Loubardi, racontera plus tard ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. Un couvre-feu que personne n'avait décrété, mais que tout le monde a respecté. Les commerces baissaient le rideau, les ruelles se vidaient, les enfants rentraient tôt. Personne ne se l'expliquait vraiment, mais tout le monde avait peur. Comme il n'y avait pas d'informations officielles, les rumeurs ont pris toute la place. On disait que Mjilina courait sur les toits, qu'il avait des pouvoirs, qu'il faisait des rituels, parce que la peur, quand elle n'a pas de nom précis à se mettre sous la dent, se cherche une forme. Et elle finit toujours par trouver la plus grande. Les quartiers de Borj Moulay Omar et d'Ain Shbik, les quartiers de Mjilina, ont porté cette marque pendant des décennies. Ces faubourgs sont restés associés longtemps au chômage, à l'alcool de contrebande, à la loi des sabres et à Mjilina, à l'homme qui avait sorti une tête sur un comptoir. L'instruction prend du temps, 2 ans, et le 3 décembre 1993, la chambre criminelle de la cour d'appel de Meknès rend son verdict. Devant le juge, Mjilina n'a rien nié. Il a reconnu les faits, clairement, sans détour. Et à propos de la mort de l'émissaire, il a prononcé une phrase qui est restée dans la mémoire de ceux qui l'ont entendue. De toute manière, Hanfouza aurait fait la même chose avec ma tête. Une logique froide, presque géométrique, la vendetta comme seule loi possible. Avant que le verdict ne tombe, il n'a fait qu'une seule demande, pas pour lui, pour sa mère, pouvoir l'embrasser. La peine de mort est prononcée, Mjilina repart en prison. Elle ne sera pas exécutée. Le Maroc observe depuis des années un moratoire de fait sur les exécutions. Alors il reste dans sa cellule. Et pendant longtemps, les rares sources qui mentionnent son nom se terminent toutes de la même façon. Il s'est pendu dans sa cellule, l'affaire est close. Le monstre de Meknès s'est donné la mort de sa propre main. Quant à Hanfouza, il a survécu, en portant toujours la cicatrice de son œil crevé. Mais en cherchant à détruire Mjinina, il avait signé sa propre chute. La violence de l'affaire a poussé la police à démanteler tout son réseau. Il a fini dans l'ombre, dépouillé de son pouvoir, sa bande effondrée derrière lui. Mjinina est mort, Hanfouza fini, on peut refermer le dossier. Sauf que... Sauf que des sources datées de 2024 racontent une toute autre fin. D'après elles, Mjinina ne s'est pas pendu en prison. Sa peine de mort aurait été commuée en réclusion à perpétuité. Et après des décennies derrière les barreaux, l'une des plus longues incarcérations de l'histoire du Maroc, il aurait fini par bénéficier d'un pardon royal. Il serait sorti vivant. Ces mêmes sources lui donnent même un autre prénom, Rachid, et non pas Abdrahman. Est-ce que c'est une erreur dans les vieilles archives? Est-ce que c'est une fausse identité? Une confusion avec un autre détenu? J'ai pas la réponse et les sources elles-mêmes ne s'accordent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe donc 2 versions de la fin de cette histoire. L'une où il se pend en prison et l'autre où il vit peut-être encore parmi nous. Ce sont des versions qui ne peuvent pas être vraies en même temps et donc c'est à vous de vous faire une idée, de peser les éléments et de faire votre choix. Moi, ce qui me reste de cette affaire, c'est pas la scène du bar, même si, je l'avoue, j'y ai repensé pendant longtemps. Ce qui me reste en fait, c'est l'image de cet homme dans les jardins de Mustapha, qui attend, qui sourit à un inconnu venu pour le trahir, qui lui offre à boire, qui l'envoie faire une course, et qui prépare pendant ce temps-là exactement ce qu'il va lui faire. Ce calme, cette lucidité froide, cette capacité à jouer la comédie jusqu'au dernier instant et à frapper au moment précis qu'il avait choisi, c'est pas le portrait d'un fou pour moi. C'est le portrait d'un homme qui a compris très tôt que le monde ne lui offrirait jamais rien et qui a décidé de prendre par la force et par la peur ce qu'il estimait lui revenir. Est-ce que ça explique quoi que ce soit? Non, mais ça amène à réfléchir. Parce que finalement, Mjinina, le petit fou,
était peut-être pas si fou que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les ombres du Maroc. D'ici là, prenez soin de vous.